un moment donné, il faut arrêter de se dire là, que tous les électeurs du Rassemblement national, c'est des antisémites, fascistes, racistes, là. Il faut arrêter avec ces niaiseries-là, là. C'est des gens qui ne se retrouvent plus dans le spectre politique Voilà. actuel en France. Faut essayer de Pour, comprendre. c'est ça, pour Oui. différentes raisons. Moi, écoute, la classe moyenne en France, comme partout ailleurs en Occident, elle disparaît. Puis tu vas souvent en France, j'y vais souvent aussi. Et puis, on s'entend qu'il y a des quartiers à Paris, même en plein jour, si on n'a pas besoin d'y aller, on n'y va pas, là. Voilà. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a rien à voir, parce que ça risque de mal se terminer pour notre portefeuille. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du balado L'État du monde. Donc, toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon à Montréal. Jocelyn, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi? Oui, merci. Écoute, cette semaine, tu vas nous parler du voyage de Donald Trump en À Chine, Pékin. à Oui. Pékin. Donc, ce que ça représente pour les États-Unis, pour les Chinois, les différentes choses qui vont être abordées. Mais juste avant, moi, je veux revenir sur le résultat des élections locales, pas les élections nationales ou législatives en Grande-Bretagne, les élections locales en Grande-Bretagne qui ont été une catastrophe tant pour les travaillistes, le premier ministre Keir Starmer, son parti a perdu près de 1500 sièges, donc des élus locaux qui ont été battus. Donc, on focalise énormément sur une espèce de défaite historique des travaillistes, mais on oublie aussi que les conservateurs, qui est l'autre parti mainstream en Grande-Bretagne, ils ont aussi perdu 500, plus de 560 élus locaux. Et en parallèle à ça, ben, vous avez eu l'émergence là, de deux autres partis qui ont été en mesure de profiter de cette situation-là. Donc, le Reform de Nigel Farage, donc le type qui était derrière la campagne du Brexit, et aussi le Parti vert. Et puis, dans ce que je vais vous dire, vous allez vous rendre compte que si la hausse de popularité du Parti vert en Grande-Bretagne, c'est pas parce que les Britanniques sont devenus soudainement défenseurs de l'environnement. Ça s'explique par un autre phénomène qui, d'une certaine façon, a eu un effet de boule de neige au Canada il y a 24 heures lors d'une investiture en Ontario. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à discuter en Occident. Il y a une espèce de réorganisation des grands courants politiques, des grandes alliances partisanes qui se dessinent dans certains pays comme la France depuis déjà plusieurs années. Et là, je pense que c'est en train là, d'éclater au grand jour dans un pays comme la Grande-Bretagne et peut-être un jour au Canada. Donc, Et voilà. nous aurons une entrevue Oui, en aussi, deuxième épisode. on va avoir une entrevue aussi au sujet euh, de. Comment le Québec va se positionner d'abord après son élection face aux États-Unis, Voilà. Donc, évidemment le président, mais aussi la nouvelle Chambre des représentants qui, elle, va être élue au mois de novembre. exactement. Donc, en deuxième partie, avec un chercheur de l'Université Laval. Donc, ben, c'est ça. Je vais commencer avec les résultats des élections locales. Donc, je l'ai dit d'entrée de jeu, ce n'était pas des élections nationales. Ils n'ont pas renouvelé la Chambre des communes à Westminster. C'est des élections régionales, donc les municipalités, mais aussi dans les deux régions britanniques où il y a eu dévolution des pouvoirs en 1997, donc l'Écosse et le Pays de Galles. Et ben, comme je le disais, écoutez, les travaillistes ont subi une raclée historique. Je vous donne les résultats. Le Labour a perdu 1496 sièges. Les conservateurs en ont perdu 563. Puis vous avez une espèce de tiers parti qui existe à peu près depuis toujours en Grande-Bretagne, les libéraux démocrates, les Lib Dem, que eux ont été capables d'aller chercher 155 sièges. Mais vraiment, les grands vainqueurs de cette élection-là, ça a été les réformistes de Nigel Farage, qui sont allés chercher 1451 sièges. Donc, ils en ont maintenant 1453. Donc, avant les élections de cette semaine, ils n'avaient que deux sièges d'élus locaux. Et cette semaine, ils en ont fait élire 1451. Et en parallèle, les Verts, les écologistes, eux, ont fait élire 441 élus locaux à travers la Grande-Bretagne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je pense qu'il faut se replacer il y a à peu près 2 ans, lors des dernières élections législatives en Grande-Bretagne.
De mémoire, on avait eu un podcast là-dessus. On avait reçu Stéphane Paquin, chercheur de l'ENAP, qui avait écrit un texte pour le Corim, justement, sur la situation en Grande-Bretagne. Et puis, les travaillistes avaient remporté une victoire quasiment historique, qui ressemblait énormément aux grandes majorités que Tony Blair obtenait il y a 30 ans de ça. Mais on avait déjà vu une percée des indépendants. Et vous savez, le système britannique, c'est comme le système canadien. Qu'un candidat indépendant réussisse à se faire élire, là, c'est extrêmement rare. La dernière fois au Canada où ça s'est produit, ça a été l'ancien ministre de la Justice de Justin Trudeau en Wilson Colombie-Britannique, Rainbow. Wilson Raybould. Après ça avait été auparavant André Arthur. Et puis Oui. avant André Arthur, je pense que ça remontait à John Nunziata en 2000. Donc, c'est extrêmement rare. Mais il y a 2 ans, aux dernières élections législatives en Grande-Bretagne, vous avez eu une demi-douzaine d'indépendants qui avaient réussi à se faire élire. Or, qui étaient ces indépendants-là? C'était des gens d'origine arabe qui avaient fait campagne sur des politiques pro-palestiniennes. Donc, ce qu'ils reprochaient à l'époque aux travaillistes, centre-gauche, davantage favorable aux causes de décolonisation, c'était ils étaient trop, comment dire, Vous? ils étaient trop mous justement sur la question israélo-palestinienne. Et donc, vous avez des gens qui ont décidé de se présenter comme indépendants dans des centres urbains, Birmingham par exemple, Sheffield, des anciennes grandes villes industrielles comme ça, où ces gens-là ont été en mesure de se faire élire comme députés. Et je pense que ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'était le prélude à ce qu'on a assisté au cours des derniers jours. Donc, l'entre-deux-chaises du Labour, du Parti travailliste, a pas fait l'affaire, tant de la part des Britanniques qui souhaitaient une position probablement plus pro-israélienne de la part de leur gouvernement, et de l'autre côté, des gens qui, encore une fois, étaient réfractaires à la position trop molle des travaillistes sur la question. Donc, moi, j'ai l'impression que ce qui s'est produit, et ajouter à ça tout le ressentiment que vous avez en Grande-Bretagne sur les questions liées au Brexit, à l'immigration surtout. Donc, j'ai l'impression que vous avez eu ici la tempête parfaite pour que les Britanniques blancs, les Autochtones, si on veut, en aient marre des politiques pro-migratoires trop molles du gouvernement travailliste de Keir Starmer, et aussi des prises de position de Starmer, parce que la Grande-Bretagne, depuis 2 ans, malheureusement, se fait connaître dans les médias pour être une société qui met des gens en prison pour des posts sur les réseaux sociaux, des gens qui sont critiques par rapport aux politiques migratoires, justement. Donc, combinez tous ces éléments-là ensemble, puis vous avez une tempête parfaite. Donc, les Britanniques qui en ont marre des politiques qu'on pourrait associer globalement au wokisme ont décidé massivement d'appuyer Nigel Farage et le Reform, donc un parti qui est à l'opposé des politiques travaillistes. Donc, c'est la raison pour laquelle les réformistes ont fait élire près de 1500 candidats locaux. Puis en parallèle, ben, vous avez aussi des gens qui avaient voté il y a 2 ans pour ces fameux candidats indépendants-là, qui au cours des 2 dernières années se sont probablement dit aussi que les travaillistes ont eu des politiques encore trop molles sur ces questions-là, et ils ont décidé d'appuyer les Verts. Parce que le Parti vert, comme je disais, c'est pas parce que les Britanniques ont soudainement développé une fibre environnementale, là. Au contraire, au sein du Parti vert, les gens qui ont réussi à se faire élire, c'était des gens qui, il y a 2 ans, se présentaient comme indépendants. Donc, en fait, le Parti vert est devenu un parti d'extrême gauche, très, très woke, très favorable à la cause palestinienne. Donc, vous avez un éclatement comme ça du spectre politique, et ça fait en sorte que les partis centristes de l'époque, les travaillistes, les conservateurs, ont subi une raclée électorale magistrale parce que les gens ne se reconnaissent plus dans ces partis-là à l'heure actuelle. Et aussi, ils ont probablement l'impression que la raison pour laquelle ils vivent les problèmes actuels, c'est à cause de ces partis-là qui ont historiquement toujours été au pouvoir. Donc, il y a aussi un phénomène de vengeance contre les partis traditionnels, très mainstream. Donc, ce qu'on est en train de voir en Grande-Bretagne, c'est, ma foi, ça commence à ressembler à ce qu'on retrouve en France. Parce que Nigel Farage, le Reform, c'est à peu près la même chose que le Rassemblement national. D'ailleurs, Jordan Mhm. Bardella a écrit un tweet pour féliciter Farage de sa victoire historique. Donc, ce sont des sosies, ce sont des partis frères. Et à l'opposé, en France, vous avez Jean-Luc Mélenchon,
qui a annoncé aussi cette semaine qu'il allait se présenter à la présidentielle de l'année prochaine, ben, les Verts britanniques, c'est un peu l'équivalent des gens de la France insoumise. Mm. Puis en ce moment, Jean-Luc Mélenchon, si on regarde les sondages, il score du 12 à 15 à peu près. Ouais, Donc, il y aurait des chances, dans le cadre là, d'une campagne très éclatée, de pouvoir peut-être être en mesure de se qualifier au deuxième au tour. deuxième tour. Donc, Est-ce- ce qui s'est produit en France au cours des deux dernières décennies, si on veut, tu sais, c'est l'effondrement des partis centristes, hein. Le ouais. Parti socialiste, virtuellement, n'existe plus. Aux Mm. dernières présidentielles, Anne Hidalgo, leur candidate, n'a même pas eu 5 %. Elle s'est même pas fait Ouais, rembourser ses frais de dépenses électorales. Les Républicains, le parti de droite, l'ancien parti de Nicolas Sarkozy, la candidate aux dernières élections présidentielles, Pécresse, Valérie Pécresse, n'a même pas eu 5 % non plus. Elle est obligée de faire un ouais. appel au volontariat pour que les gens l'aident à rembourser sa dette personnelle qu'elle avait engagée lors de cette campagne électorale-là. Donc, vous savez, les deux partis qui ont historiquement gouverné la France, tant à l'Assemblée nationale qu'à l'Élysée, les socialistes et les républicains, la droite gaulliste, aux dernières élections présidentielles, combinés à eux seuls, ils n'ont même pas fait 10 % des voix. Mm. Ils sont en train d'être remplacés par le Rassemblement national d'un côté et de l'autre côté du spectre politique par les gens de la France insoumise. Et ça, c'est le reflet d'une frustration de la part de l'électorat et c'est ce qui s'est produit en Grande-Bretagne au cours des derniers jours. Est-ce que Et ça va se poursuivre. si tu reviens à la Grande-Bretagne avec le résultat de ces municipales, si on peut dire, euh, ça augure mal, quoi, pour les législatives qui pourraient avoir lieu, en fait, n'importe quand. Il s'agit que le premier ministre démissionne. Bon, euh, son successeur peut toujours terminer son mandat. Disons qu'il y a des législatives dans 2 ans, ce qu'il y a moyen pour ces vieux partis de récupérer. Mais c'est ça, écoute, tu sais, les socialistes en France, le problème, c'est que sur leur extrême gauche, ils se sont fait bouffer leur vote par C'est Jean-Luc sûr. Mélenchon, la France insoumise, et puis les électeurs qui étaient auparavant centristes, ben, c'est des gens qui ont peut-être perdu leur emploi, qui ont l'impression, que ce soit vrai ou simplement une impression de vivre des situations d'insécurité. Puis ces gens-là, ils ne se retrouvent plus dans le système politique actuel. Et Ouais. c'est la raison pour laquelle le Rassemblement national, mais d'année en année, ne cesse de voir ses électeurs grossir, à tel point Mm. que si la situation continue encore pour une dizaine d'années, c'est un parti qui pourrait très bien remporter l'élection au premier tour d'une élection présidentielle, parce qu'ils sont à Ouais. 37-38 %. Et souvenez-vous, en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'était qualifié au deuxième tour, il y avait une mémoire 17 %. Donc, à l'espace 17, ouais. de 20 ans, le parti a pris, a plus que doublé ses voix. Donc, Ouais. il y a des raisons pour ça. Puis, c'est pas. Il y a une assise, là. Il y a une Ah assise qui est oui, constante. il y a une grosse base, il y a une grosse base qui est très solide. Puis, à un moment donné, il faut arrêter de se dire là, que tous les électeurs du Rassemblement national, c'est des antisémites fascistes, racistes, là. Il faut arrêter avec ces niaiseries-là, là. C'est des gens qui ne se retrouvent plus dans le spectre politique Voilà. actuel en France. Faut essayer de Pour, comprendre. c'est ça, pour Ouais. différentes raisons. Moi, écoute, la classe moyenne en France, comme partout ailleurs en Occident, elle disparaît. Puis tu vas souvent en France, j'y vais souvent aussi. Et puis, on s'entend qu'il y a des quartiers à Paris, même en plein jour, si on n'a pas besoin d'y aller, on n'y va pas, là. Voilà. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a rien à voir, parce que ça risque de mal se terminer pour notre portefeuille. Donc, Ça à un moment ressemble à donné, New York. Ça ressemble à New York dans les années 70-80. oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui s'est passé en France depuis plusieurs décennies. Puis là, c'est en train de se produire en Grande-Bretagne. Donc, Ouais. et vous avez justement aussi avec l'immigration massive, vous avez maintenant une base électorale suffisamment solide pour que ces individus-là soient en mesure non seulement de se faire élire comme députés indépendants, mais de graduellement commencer à prendre le contrôle d'un parti comme le Parti vert. Et ce qui m'amène à une situation qui s'est produite au Canada hier. Ouais. Donc, vous avez un député libéral fédéral qui est en poste depuis 2015. Et puis, il s'était présenté lors de la dernière course à la chefferie pour le Parti libéral de l'Ontario. Donc, la division provinciale, si on veut. Il s'était présenté à la course à la chefferie, puis il avait terminé deuxième. Il avait obtenu quelque chose comme 45 % des voix au troisième tour. Et puis, cet individu-là a dit aux prochaines élections provinciales en Ontario, je vais me présenter. Donc, une circonscription qui s'est libérée. Donc, il y avait une investiture avant-hier.
il s'est présenté dans la région de Toronto, à Scarborough. Il s'est présenté à cette investiture-là, puis il s'est fait battre. Il s'est fait battre. Écoute, le gars, il a été député libéral pendant 10 ans. Il a terminé Mhm. deuxième d'une course à la chefferie d'un parti provincial. Donc, c'est essentiellement, là, pour faire un parallèle, c'est Bernard Drinville. OK? Le Mhm. gars, là, il est connu, c'est pas un nobody. Même dans le premier gouvernement Carney, pendant quelques mois, il a même été un de ses ministres. OK? Donc, c'est pas un député d'arrière-ban. Le gars est connu. Ben, il s'est fait battre à l'investiture par un Un franchisé, inconnu. un inconnu, un franchisé de pizzeria Domino's, qui a réussi à remporter dès le premier tour avec 60% des voix l'investiture. Et ce qu'on a appris, parce que les images ont circulé, le type est d'origine, il vient du Sri Lanka. Il a émigré au Canada il y a environ une vingtaine d'années comme étudiant. Puis bon, donc sa situation s'est normalisée. Il est devenu citoyen. Donc, après, il a acheté des franchises de Domino's. Mais il a en quelque sorte, pour le dire en bon français, il a pacté l'Assemblée de gens d'origine sri-lankaise et qui ont évidemment tous voté pour lui. Puis je vais le mettre à l'écran. Lors de l'investiture, il a fait circuler, écrit en langue tamoule, donc une copie du bulletin de vote en disant voici comment ça fonctionne et voici à quoi le bulletin de vote va ressembler. Et vous aviez les noms des 4 candidats qui se présentaient et qui étaient écrits évidemment en anglais, là. Mais le reste, donc, ça disait voici à quoi le bulletin de vote va ressembler et voici à quel endroit vous devez mettre votre X dans le bulletin de vote. Donc, c'est comme ça que cet inconnu-là a été en mesure de remporter une investiture contre un député établi, non seulement au niveau Ouais. provincial, mais aussi au niveau fédéral, ce qui montre, en fait, en quelque sorte, plus ou moins, à plus petite échelle, la même dynamique qu'on a vu se dessiner en Grande-Bretagne avec le Parti vert. Vous avez certaines communautés culturelles qui ont maintenant des bases démographiques suffisamment solides pour être en mesure de remporter des Mhm. investitures, mais aussi des circonscriptions, soit comme élu national ou comme élu local. Donc, Ouais. puis en quelque sorte, tu sais, le gars, c'est un peu le karma, hein? Il a été député sous Trudeau pendant 10 ans. Il a applaudi ses politiques migratoires, les frontières ouvertes. Il disait à l'époque, le Canada est un pays post-national. On doit faire preuve de générosité. On doit Ah être oui. tolérant et accueillant. Mais là, justement, l'accueil en question s'est retourné contre lui avant-hier. Donc, il n'a pas perdu son siège. Il est toujours député fédéral. Mais disons que ça crée un précédent. Et puis, compte tenu de la situation démographique dans les grands centres urbains, surtout en Ontario, on peut s'attendre à voir d'autres situations comme ça, parce que n'importe C'est quel une espèce député, de logique communautariste peut-être qui est en train de s'installer. oui, Quoique exactement. les partis politiques, quoique les partis politiques essaient d'une certaine façon, de contrer ça en présentant chacun un candidat de la communauté culturelle dominante dans la circonscription. Oui, c'est pas anodin, mais dans ce cas-ci, c'est l'establishment du parti qui va identifier un membre de la communauté en question. Puis, Oui, donc, c'est l'establishment du parti qui pousse une certaine candidature. Or, dans ce ouais. cas-ci, on s'entend, le Parti libéral n'a pas poussé ce gars-là, là. Donc, Mais ce gars-là n'a pas violé les règles, en fait. Il profite du fait que ça fonctionne comme ça, puis un point, c'est tout. c'est ça. Bon, écoute, le gars qui a perdu l'investiture dit qu'il y a eu des irrégularités. Bon, qui va Ben, déposer une plainte. On va voir l'enquête, si effectivement les gens avaient le droit de voter, s'ils avaient le droit d'être membres du Parti libéral. On ne le sait pas, mais il y a d'autres personnes qui étaient sur place qui disent les gens qui étaient incapables de présenter une carte d'identité, on ne leur donnait pas un bulletin de vote. Donc, ah, il dit voilà. on a appliqué les règles telles qu'elles s'appliquent dans le Parti libéral. Donc, Ouais, écoute, s'il dépose une plainte, il y aura une enquête, mais ouais, on va voir ce qu'il y en est. Mais c'est le fait de voir des gens, des candidatures de communautés culturelles grassroots qui ouais, réussissent à s'imposer à l'encontre de l'establishment, de la volonté des partis politiques, bien ça, graduellement, ce que ça montre, c'est que vous avez des outsiders, des gens de l'extérieur, qui ont la force démographique suffisante pour graduellement commencer à prendre le contrôle des partis ouais, politiques. Et on ouais. en a déjà discuté aussi, puis je termine là-dessus. La politique étrangère canadienne, elle est déjà prise en otage par les diasporas étrangères. Donc, c'était déjà un problème, mais si en prime, en plus maintenant, vous avez des situations comme celle-là qui sont en train de se produire, ben, on s'entend que la situation va simplement dégénérer encore Hmm, davantage. ouais.
Très bien, mon cher. Écoute, moi, je veux te parler de la prochaine rencontre entre Trump et Xi à Pékin, jeudi et vendredi prochain. C'est une rencontre importante parce que ça fait longtemps que les deux leaders ne se sont pas rencontrés, justement. Et en plus, ce sommet qui était prévu il y a quelques semaines avait été reporté à cause de la guerre en Iran. Là, il se tiendra et il se tiendra en Chine. C'est assez symbolique. Tu te souviens que l'année dernière, Trump avait rencontré Poutine, mais en Alaska. C'est pas un territoire neutre, évidemment, c'est propriété américaine, mais la Russie est en face, comme a déjà dit Sarah Palin Et, quand elle était euh, candidate à la vice-présidence. la Russie est de l'autre bord de la rive, Oui. littéralement. Alors, les deux grands leaders vont se rencontrer et évidemment, il y a toutes sortes de choses qui est au menu d'un pareil sommet. Selon la presse anglo-saxonne qu'on peut lire depuis quelques jours, ces sujets tournent autour de trois piliers qu'ils appellent les TTT, Téhéran, Taïwan et Trade, donc commerce. Alors, c'est vrai que c'est surtout autour de ça que la conversation va s'animer, mais en même temps, il y en a d'autres qui font valoir que les Chinois et les Américains sont peut-être engagés dans une logique de domination mondiale qui ferait en sorte que la conversation de cette semaine irait vers un nouveau Yalta. Tu me diras ce que tu en penses, toi qui as lu aussi là-dessus. Et une espèce de partage du monde où les Américains diraient, ben, voici ma zone d'influence, voici la zone d'influence chinoise, peut-être une zone d'influence russe, et tout le reste ben, tomberait soit dans la zone d'influence, soit resterait en périphérie de ces zones d'influence. Est-ce qu'on fabule là-dessus? J'ai tendance à répondre, à Yalta, on a partagé un monde qui était en ruine, qui avait aucun moyen vraiment de contrer ce que Truman, est-ce que c'est Truman qui était là ou C'était Roosevelt? Roosevelt qui est décédé C'est Roosevelt, quelques semaines plus tard, oui. c'est ça. Euh, Alors euh, Tru- Roosevelt, Staline Truman était à Potsdam, et à à conférence Potsdam. de presse. Donc, Roosevelt, Staline et Churchill, évidemment, dominaient le monde à ce moment-là et tout le reste était en ruine, en train de panser ses plaies, alors qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde-là. On a quand même ce qu'on appelle les BRICS, plus, qui forment avec la Chine et la Russie une association assez puissante. On a des puissances émergentes qui ne se laisseront pas faire par les deux grands que sont les États-Unis et la Chine. Mais en tout cas, il y a cette idée qui circule que la conversation jeudi et vendredi pourrait tourner autour de ces zones d'influence. Pour les trois sujets qui nous intéressent, Téhéran, Taïwan et le commerce, euh, il est évident que les deux grands euh, vont vouloir aplanir leurs divergences. Je ne pense pas qu'ils ont intérêt à s'affronter et ils ont surtout intérêt à faire baisser la température et peut-être de trouver à défaut de solutions pérennes, un modus vivendi sur Téhéran, par exemple. L'idée, c'est évidemment de rétablir la navigation dans le golfe Persique et dans l'ouverture du détroit d'Ormuz, mais c'est peut-être d'éviter aussi l'effondrement du régime iranien qui pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble de la région. Euh, Est-ce que la Chine va pousser les États-Unis à faire preuve de souplesse dans la négociation sur le nucléaire iranien ou même sur l'influence que peut avoir l'Iran dans cette région, qui a toujours été une puissance
d'influence au Proche-Orient. C'est une possibilité. Mais en tout cas, les Chinois veulent la fin des combats, ça c'est certain, et veulent la réouverture du détroit d'Ormuz. Donc c'est autour de ça que va se tenir la discussion. Sur le commerce, euh, il y a une pause dans la guerre commerciale entre les deux pays depuis l'automne dernier, au moment où les tarifs avaient littéralement explosé contre la Chine. Je pense que les Américains avaient imposé jusqu'à 145% de Ouais. tarifs sur certains biens chinois. Ça devenait complètement ridicule, bien sûr. Et les Chinois ont répliqué, bien sûr, avec leurs tarifs, mais aussi en brandissant le fait qu'ils contrôlent, je crois que c'est 80% des terres rares De la, et de certains minéraux. c'est l'extraction et la transformation. Sur la planète, on dit que les Chinois, il y aura environ de 30 à 40 des terres rares qui se OK, trouveraient en Chine. Donc, on parle de ouais, 70-80. C'est l'extraction et la transformation. C'est extrêmement polluant, là. OK, Voilà. très bien. Donc, c'est quand même un élément dans la négociation, d'abord pour calmer les Américains et puis faire en sorte que cette guerre commerciale s'atténue ou en tout cas qu'elle soit sur le mode pause. Et le Guardian écrivait aujourd'hui qu'il y aura peut-être une annonce de la part de la Chine qui serait prêt à acheter 500 avions des Boeing 737. Alors, ça serait une commande assez fabuleuse, évidemment. Faut dire que les Chinois construisent des aéroports comme on fait du pain pratiquement tous les jours Ouais, en Occident. faut dire que les Américains ont besoin de se débarrasser de leur Boeing 737 parce que ça a mauvaise réputation. Ces avions-là, ça s'écrase. Puis ça perd des portes Mais en vol. semble-t-il que c'est le nouveau modèle. Alors, euh, je pense pas qu'il va y avoir de catastrophe, mais c'est un signal intéressant envoyé Ouais. quand même. Une commande de 500 avions, c'est assez pesant. Donc, sur le côté commercial, à l'évidence, on aura des annonces à faire. Puis enfin, sur Taïwan, là encore, je crois pas qu'on va régler la question taïwanaise, mais il semble que les Américains soient de moins en moins chauds à vouloir défendre Taïwan à tout prix et que le message est envoyé aux politiciens taïwanais de commencer à faire preuve de souplesse dans leur relation avec la Chine de Pékin. D'ailleurs, il faut rappeler que la chef de l'opposition taïwanaise était en Chine il y a 2, 3 semaines. Et donc, on voit qu'il y a une partie de l'establishment politique taïwanais qui veut ce réchauffement avec la Chine de Pékin. Alors, est-ce que les Américains vont lancer à travers ce sommet avec si un avertissement à Taïwan d'essayer de réchauffer leurs relations avec Pékin, ou bien ils vont se contenter de rappeler leur position traditionnelle sur Taïwan, qui est que euh, les Américains prennent note du fait que la Chine euh, est un pays unifié et comprend dans cette unité Taïwan comme province. Il faut rappeler ici que ça a été la position de bien des pays occidentaux. Et je vais vous relire la position canadienne euh, C'est qui bien. était de, C'est bien, on ben, en a une. c'était la même chose, parce que dans le communiqué qui annonçait le rétablissement des relations diplomatiques entre le Canada et la Oui. Chine en 1971, on disait le Canada prend note de la déclaration du gouvernement chinois sur le caractère inaliénable de l'unité de son territoire. Donc, le Canada
ne reconnaissait pas la position chinoise sur l'unité, il en prenait Mhm. note. Alors, c'est intéressant comme subtilité diplomatique, mais en fait, je pense que personne n'est dupe de ces subtilités-là. Tout le monde reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine et qu'elle est unifiée. Maintenant, évidemment, tout le monde pousse à ce qu'il y ait une négociation entre les deux parties de la Chine pour qu'à un moment donné, il y ait une unification. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Certains ont pensé qu'on pourrait répliquer l'exemple de Hong Kong, c'est-à-dire un traité sur 50 ans, un pays, deux systèmes, comme on disait à l'époque. Évidemment, Hong Kong, pardon, a été littéralement absorbé il y a Oui, quelques années par c'est ça, le oui. nouveau pouvoir. Donc, les Taïwanais sont pas très rassurés par cet exemple-là. Mais en même temps, l'alternative, est-ce que c'est la guerre? Parce que, Alors et que, même si la Chine attaquait Taïwan, est-ce que les Américains, est-ce que les Européens, on veut déclencher un conflit avec la Chine pour sauver Taïwan? ben, Euh, c'est, exact. Ouais, c'est tout le calcul que font aussi les Américains par rapport à la Russie face à l'Europe. Si les Russes rentrent en Estonie, est-ce qu'on déclare la Troisième Guerre mondiale? Est-ce qu'on sacrifie New York pour sauver Tallinn? Donc, Taïwan, c'est un peu ça aussi. ouais. Alors voilà, je pense que ce qui va être discuté Ouais, ouais, jeudi et vendredi. c'est intéressant. Écoute, je vais d'abord rebondir sur le cas de Taïwan avant de discuter, de faire le retour à la comparaison sur Yalta et Potsdam. C'est ça, je pense pas je pense que les Américains ont fait leur deuil de Taïwan. Ils sont conscients qu'à plus ou moins moyenne échéance, il va y avoir une réunification. Mais l'enjeu stratégique pour les Américains sur Taïwan, c'est l'usine des microprocesseurs. La Oui, Corée du Sud, Taïwan. Et Trump, il y a un an de ça, a annoncé beaucoup d'investissements, des milliards et des milliards de dollars pour relocaliser les usines de microprocesseurs de Taïwan, soit vers la Corée du Sud ou même vers les États-Unis. Donc, je pense que la décision qui avait été annoncée à l'époque, on doit la placer dans le contexte que tu as décrit, c'est qu'un jour, la Chine va fort probablement reprendre le contrôle de Taïwan. Et lorsque ce sera le cas, ben, les Américains, ils n'auront rien à perdre parce que toutes mhm, les usines de microprocesseurs auront été relocalisées ailleurs. Donc, je pense que c'est un processus qui est en train de se faire très, très, très rapidement. Donc, de croire aussi que les Chinois vont envahir l'île, là, on repassera parce que oui, c'est une île, c'est une opération amphibie, c'est une oui, île qui exige une interopérabilité entre les différentes branches des forces armées chinoises, extrêmement compliquée, là. Donc, la marine, les forces armées terrestres, l'aviation, etc., etc. Donc, créer une coordination comme celle-là pour une armée qui n'a absolument aucune expérience des combats. oui, Donc, c'est l'opération Overlord, l'invasion de la Normandie, exponentielle 10 en termes de difficulté. Et imaginez, l'opération pourrait échouer, là. Puis si ça devait oui, être le cas, imaginez à quel point ça affaiblirait le régime à Pékin de Xi Jinping. Donc, je ne pense pas qu'il est prêt à prendre ce risque-là. Donc, encore une fois, c'est un long processus qui a été enclenché depuis plusieurs années qui, à terme, devrait mener à un processus quelconque de réunification. Ça va prendre quelle forme, on ne le sait pas, mais peut-être un modèle comme celui d'Hong Kong. Euh, pour ce qui est de ça, la conférence de Yalta, Calta. oui et non. En fait, le contexte est complètement différent. C'est la fin de Oui, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était facile de remplacer les gouvernements parce qu'ils n'avaient plus, là. Puis, ils étaient appelés de toute façon à être remplacés suite à la participation active du côté de l'Axe ou des gouvernements collaborationnistes. Donc, le contexte est absolument différent. Par contre, je pense que les Chinois verraient d'un bon œil une espèce de réorganisation du monde qui leur permettrait là, pas de, d'une certaine façon, réaffirmer ou raffermir leur position actuelle, mais mhm, aussi de leur donner du temps et de les sécuriser par rapport à un régime à Washington qui, depuis le retour au pouvoir de Trump, est vraiment à 100 000 à l'heure
en matière, et l'objectif est assez clair, c'est de contrer l'expansion chinoise, surtout le Mhm. commerce chinois, les étouffer économiquement. Parce que, tu sais, pour les Chinois, exporter vers l'Ouest, vers l'Europe, ils ont trois passages. Tu as le passage du Nord, Mhm. le corridor du Nord, le corridor du Milieu, puis la voie maritime qui passe par le détroit de Malacca. Le premier corridor, le corridor du Nord, ça passe par la Russie puis la Biélorussie vers l'Europe, c'est bloqué. La guerre en Ouais. Ukraine, là, tant que la guerre va continuer, les Chinois ne peuvent pas exporter leurs marchandises par ce corridor-là. Ce qui leur reste, c'est le corridor du milieu, qui passe par l'Asie centrale, qui traverse par bateau par la mer Caspienne pour se ramasser à Bakou en Azerbaïdjan, puis après ça, se ramasser en Turquie, puis après ça, vers l'Europe. Alors, le Ouais. problème, les Américains, depuis août 2025, ils ont un pied dans le Caucase. Lorsqu'il y a eu l'annonce là, du début du processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la Maison-Blanche, Ouais. Trump a aussi annoncé la mise en place, la création du TRIP, le Trump Route for International Peace and Prosperity. Et ça fait en sorte que les Américains vont construire une route de commerce dans le Caucase qui va transiter de Bakou jusqu'à la Turquie, donc un corridor est-ouest. Et donc, non seulement ça permet de freiner le commerce nord-sud entre la Russie et l'Iran, mais les Américains, s'ils ont un pied dans la région, ça fait en sorte qu'ils ont aussi un contrôle sur les exportations chinoises. Par le biais du gouvernement azéri, ils peuvent leur dire, ben, vous allez imposer des barrières tarifaires ou des réglementations Ouais. qui vont interdire l'importation de tel et tel produit chinois. Donc ça fait deux prises contre les Chinois. Et dans le détroit de Malacca, encore une fois, Trump s'est rendu en Indonésie il y a quelques semaines. On se dit, pourquoi est-ce que le président américain prend la peine de se rendre en Indonésie? C'est certainement pas pour manger des nouilles. Et la raison pour laquelle il s'est rendu là, c'est pour signer un accord de collaboration avec l'Indonésie qui permettra aux Américains d'avoir un certain contrôle sur l'espace aérien indonésien. Or, l'Indonésie est un pays où passe le détroit de Malacca, où la majorité des produits d'exportation de la Chine passent par là. Donc, les Américains, lentement mais sûrement, sont en train de mettre leur pion en place pour étouffer économiquement la Chine. Et je pense que Pékin voit ça et ça ferait leur affaire avec les Américains de mettre en place une espèce de modus vivendi, une espèce de, 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 de paix, peut-être une paix un peu froide. On ne s'aime pas, mais Voilà. on se comprend. Vous avez à perdre, on a aussi beaucoup à perdre. Donc, vaut mieux geler la relation telle qu'elle est en ce moment, qu'on puisse solidifier nos acquis et aussi acheter du temps pour être en mesure de mieux se réorganiser face à cette nouvelle Maintenant, relation-là. maintenant, je te dirais une chose sur l'Asie du Sud-Est. Tu parles de l'Indonésie, mais n'oublie pas que l'Indonésie a adhéré officiellement au BRICS en 2025 et que le président de l'Indonésie n'est pas venu au G7 de Kananaskis. Il a préféré aller au Forum économique de Saint-Pétersbourg en 2025. Ça, c'est la première chose. Alors, je pense qu'ici, les Indonésiens essaient de jouer sur les deux tableaux. La deuxième chose, c'est qu'en regardant les actualités hier sur la parade de Poutine sur la place Rouge, on a indiqué que le roi de Malaisie était un invité de Poutine. Qu'est-ce que la Malaisie vient faire en Russie alors qu'elle est traditionnellement plutôt pro-occidentale? Alors évidemment, le roi est un personnage symbolique, c'est pas lui qui gouverne réellement en Malaisie, c'est le premier ministre, mais ça me semble là aussi être intéressant de voir comment la Russie euh, tisse des liens avec des pays qui, comme tu sais, ont soit pas condamné l'invasion de Mm. l'Ukraine ou n'ont jamais adopté de sanctions contre la Russie. Donc, il y a là un grand jeu, je dirais. Ouais, ben c'est ça. Si vous êtes une petite puissance comme ça, puis vous voyez les deux grands vous faire de l'œil, ben vous faites rien, puis vous En faites fait, les trois grands, parce que la Russie, la Chine et les États-Unis. ouais, en termes, je dirais deux et demi. La Oh, Russie, c'est oui, quand même pas la l'équipe. Russie, c'est l'Espagne, là, avec des armes nucléaires. Oui, c'est ça, oui. Ouais, C'est ça. Donc, mais les petites puissances par rapport à ces deux grands ennemis-là, ben, ouais. elles peuvent faire monter les enchères.
Donc, Ouais, tu me payes un verre, ben toi, tu vas m'en payer deux. Après ça, ça va être trois, puis quatre, puis parce qu'on sait qu'ils savent se faire désirer. Donc, ils ouais. sont en mesure de pouvoir tirer profit de cette dynamique-là. Mais c'est ça. Non, mais ça va être intéressant à suivre, Oui, ce quand on va voyage-là faire, quand on va faire la, notre la semaine émission dimanche prochaine. prochain, on aura les résultats de ce sommet. On espère. Écoute, on ne sait pas ce qui peut se passer aussi, hein. Il peut y avoir une déclaration malheureuse en Scrum qui va faire Oui, déraper la visite. Ça, on peut pas ignorer cette possibilité-là. voilà. Bon, ben écoutez, restez avec nous. On revient dans quelques secondes avec une entrevue avec l'auteur Corim de la semaine dernière. Et on va discuter Voilà. de relations entre le Québec et les États-Unis, les Les relations États-Unis. commerciales entre le Québec et les États-Unis. Donc, restez avec nous. On revient dans quelques secondes. Donc, bon retour pour cette deuxième partie de notre podcast. Cette semaine, comme on le fait régulièrement depuis quelques mois, nous avons un invité du jour. Il s'agit de Christophe Cloutier-Roy, qui a signé la semaine dernière un texte sur le blog du Conseil des relations internationales de Montréal et qui attirait notre attention sur le fait que non seulement il y aura une élection provinciale en octobre, mais tout de suite après, il y a les midterms américaines du mois de novembre qui vont être importantes pour le nouveau gouvernement québécois parce que on va changer le tiers des sénateurs, l'ensemble des représentants, de nombreux gouverneurs, de nombreuses chambres locales et qu'il est important pour le Québec de réaffirmer ses liens, particulièrement avec les États qui l'entourent. Donc, Christophe Cloutier-Roy est chargé d'enseignement en sciences politiques à l'Université Laval. Il a écrit sur la politique américaine et je vais donc lui donner la parole pendant 3, 4 minutes où il va résumer sa thèse, la thèse de son article, et puis après, Jean-François et moi allons le questionner. Allez-y, Monsieur Cloutier-Roy. Oui, merci, Monsieur Coulon. Merci beaucoup pour cet accueil. Donc, en fait, pour la troisième fois consécutive depuis, dans le fond, l'adoption des élections à date fixe au Québec, il va y avoir une concomitance d'élections entre l'élection québécoise et les élections de mi-mandat aux États-Unis. Donc ça crée une dynamique qui devient pérenne, dans le fond, qui devient prévisible et qui est très intéressante pour le Québec parce que, évidemment, en tant qu'entité fédérée à l'intérieur de la Fédération canadienne, le Québec n'a pas ses entrées à Washington. Washington est très, comme la plupart des pays à travers le monde, est très, très peu porté sur la diplomatie avec des entités fédérées. Donc, mais avec le temps, le Québec a vraiment forgé un réseau de relations très bonnes avec ses homologues gouvernements étatiques aux États-Unis, particulièrement ceux dans les régions qui l'entourent, donc dans le nord-est, dans le Midwest notamment. Et donc, cette paradiplomatie, comme on utilise le terme, est vraiment une clé du succès pour le Québec. Et ça fait en sorte que les nouveaux gouvernements qui sont élus à tous les 4 ans au Québec doivent prendre acte des élections de mi-mandat et des changements que ça amène dans les capitales d'État. Et selon les contextes, évidemment, d'une année à l'autre, ce sont des périodes, ce sont des élections de mi-mandat qui peuvent être marquées par d'importants changements et parfois par de la continuité également. Des dynamiques qu'on observe à Washington sont semblables souvent dans les États, c'est-à-dire que généralement, des gouverneurs qui sont élus pour un mandat réussissent à obtenir un deuxième mandat, mais lorsqu'ils ont, dans certains États, il y a des limites quant au nombre de mandats qu'ils peuvent exercer, souvent les courses deviennent plus compétitives. Donc ça, c'est des choses qu'il faut surveiller. Et il y a aussi le fait, évidemment, que les élections de mi-mandat, 2 ans après les élections présidentielles, sont pratiquement toujours un référendum sur l'administration de pouvoir, ce qui est un peu paradoxal, étant donné que le président n'est pas sur les bulletins de vote, évidemment. Et on sait que le taux de popularité présentement de l'administration Trump, il est dans le dallo. Vraiment, il bat des records Mm. d'impopularité selon ce qu'on peut voir récemment. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit une année assez bonne pour les démocrates aux États-Unis dans les élections de mi-mandat. Ça ne va pas nécessairement changer grand-chose pour les relations de proximité avec le Québec parce que si vous regardez la carte des États qui entourent le Québec, les États du Nord-Est, évidemment, la Nouvelle-Angleterre, l'État de New York, ce sont des bastions démocrates. Si on prend exception du New Hampshire et du Vermont, qui sont des États avec des gouverneurs républicains, mais il faut mettre une astérisque dans ce cas-là parce que un républicain au Vermont, c'est fonctionnellement un démocrate modéré. Donc, c'est la même chose pour le New Hampshire. Si on va dans les États du Midwest, là, il y a des choses intéressantes qui peuvent arriver, comme par exemple l'Ohio,
qui depuis quelques années est vu comme un État de plus en plus républicain, mais on semble voir un enthousiasme plus grand des électeurs démocrates. Il y a eu les primaires qui ont eu lieu dans cet État cette semaine. Donc, peut-être qu'on va voir la résurgence là-bas le retour du sénateur démocrate Sherrod Brown. Peut-être aussi un gouverneur démocrate pour la première fois en presque 20 ans dans cet État très important de la Rust Belt américaine. Donc, pour le Québec, évidemment, historiquement, généralement, faire face à des administrations des démocrates, c'est plus facile pour les négociations. Il y a plus d'ententes possibles sur des enjeux autres que le commerce. Le commerce, généralement, ça va assez bien, que ce soit des républicains ou des démocrates. Mais là, toutes les questions culturelles, toutes les questions en lien avec la lutte contre les changements climatiques, à supposer évidemment qu'on a un gouvernement à Québec qui soit intéressé par ces enjeux, mais ça devient plus intéressant là, de négocier avec les partenaires américains lorsque c'est des démocrates. Mais encore là, il faut vraiment nuancer parce que les républicains, au niveau des États, sont généralement quand même plus pragmatiques, si on veut, qu'au niveau fédéral. En fait, la politique, c'est un peu comme au Québec, finalement, la politique de proximité est toujours plus active et toujours plus pragmatique que la politique à un niveau plus élevé qui, généralement, est un peu plus prise dans des enjeux de polarisation. Donc, je m'arrêterai là pour exposer la Très thèse bien. de mon bien, puis on pourrait continuer la discussion. Tout à fait. Justement, vous parliez de proximité. Et cette proximité, on la retrouve dans ce qu'on appelle la conférence des premiers ministres et des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre, si je me souviens bien, de l'Est du Canada et de la Nouvelle-Angleterre. C'est peut-être l'élément important pour le Québec avant d'aller en Californie ou au Texas ou en Floride. Oui, et là, il y a un attrait évidemment géographique qui est majeur. En fait, si on va y aller avec le nom complet, c'est la Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada, la Voilà. CGNA-PMEC. Donc, ça, si on prend l'acronyme français. Donc, fondée en 1973, c'est quand même une vieille institution qui regroupe donc les 4 provinces maritimes, les 6 États de la Nouvelle-Angleterre et le Québec. Et fait intéressant à noter, ça a été créé en 1973 dans un contexte de crise énergétique. Donc, un parallèle évident avec ce qu'on a aujourd'hui avec les retombées de la guerre en Iran. Et c'est surtout pour le Québec l'occasion d'avoir une relation. En fait, c'est assez intéressant, puis c'est pas nécessairement comme ça qu'on est habitué à penser la position québécoise. Mais si on prend des termes de puissance, de relations internationales appliqués ici à des entités subétatiques, on pourrait dire que le Québec est un peu une puissance régionale dans ce coin-là, en fait. Mhm. Étant donné que, vous le savez, la Nouvelle-Angleterre, si on fait exception du Massachusetts, ce sont des petits États qui ont peu de grandes villes, ce sont des populations qui sont plus faibles, des économies qui sont moins importantes et qui dépendent beaucoup, en fait, du Québec, entre autres au Vermont, par exemple, pour le tourisme. L'exportation, évidemment, d'hydroélectricité québécoise, évidemment, est très importante dans cette région. Donc, c'est l'occasion pour le Québec d'exercer une certaine influence. Il y a aussi le Québec, de par son statut constitutionnel, a plus de possibilités d'exercer sa politique étrangère que les États américains. On sait que la Constitution américaine interdit formellement aux États d'avoir une politique étrangère régalienne, on pourrait Mhm. dire, alors qu'au Canada, c'est beaucoup plus flou, étant donné que le pays a été formé comme un dominion, finalement, donc n'ayant pas vraiment. Et ça s'est construit à la pièce, finalement, à travers les années. Ce qui permet au Québec d'appliquer la doctrine Gérin-Lajoie, qui est le prolongement de ses compétences intérieures en politique extérieure. Et on ajoute à ça l'excellente réputation dont continue de jouir le Québec dans cette région, renforcée par des liens culturels, évidemment. On n'a qu'à aller au Maine, au New Hampshire, au Vermont pour voir tous les noms québécois qu'on trouve dans cette région. Mhm. Malgré quelques controverses récentes, notamment sur des projets hydroélectriques, par exemple au New Hampshire avec le Norton Pass, ou plus récemment au Maine avec le projet NESEC, donc qui ont amené une certaine levée de boucliers de certains groupes environnementalistes ou certains groupes plus protectionnistes aux États-Unis. Il reste quand même que le Québec a vraiment une assise régionale importante dans cette région. Et on parle de cette région de la Nouvelle-Angleterre. On pourrait aussi ajouter le nord de l'État de New York aussi. Parce que, bon, l'État de New York, évidemment, est beaucoup plus important en termes de population, mais cette population, évidemment, elle est dans le sud de l'État, autour de la ville de New York. Le nord, qui est beaucoup plus rural, juste pour vous donner un exemple que je trouve assez frappant, l'ancienne représentante Elise Stefanik, donc qui est une des proches de Donald Trump, qui représente la ville de Plattsburgh à la Chambre des représentants, a déjà qualifié le Plattsburgh comme étant la banlieue américaine de Montréal. Donc ça, je trouve que c'est assez parlant comme expression et quelqu'un qui était très proche, en fait, de Donald Trump a quand même été contre
la fermeture de l'ALENA parce qu'elle trouvait que c'était vital pour sa région d'avoir des industries comme par exemple Novabus ou Bombardier qui ont des usines dans cette région-là. Donc, le Québec a un poids économique, politique et une influence culturelle et autres très importante dans cette région. OK. Et c'est important donc de maintenir ce statut euh, de puissance Ouais, régionale, si je peux me permettre l'expression. tout à fait. Est-ce que les politiciens québécois et locaux ont tissé aussi des liens assez serrés, qu'ils soient au pouvoir ou pas au pouvoir, parce que souvent il y en a qui reviennent au pouvoir finalement, et ça a donc créé un écosystème politique entre le Québec et les provinces maritimes et la Nouvelle-Angleterre. Je vous dirais que ça dépend de la volonté des différents gouvernements. Si on prend par exemple Philippe Couillard, lorsqu'il était premier ministre du Québec, lui se faisait un point d'honneur d'assister à chacune des conférences des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre à chaque année. Donc, les 5 qu'il y a eu au cours de son mandat de 2014 à 2018. Entre autres, dans le contexte suivant la première arrivée de Trump au pouvoir, donc vraiment la volonté de faire un front commun contre les mesures protectionnistes de l'administration Trump. Ça s'est distancé un peu sous François Legault. Il faut dire évidemment qu'il y a eu la COVID qui n'a pas aidé. Mais on Oui. a eu des cas, par exemple, de conférences au cours desquelles on a dépêché, par exemple, à l'époque, la ministre Giraud, donc aux Relations internationales, plutôt que le premier ministre, qui a quand même été hôte d'une des conférences à Québec, je pense que c'était en 2021 ou 2022. Mais bon, il reste qu'il y a c'est un choix qui est fait par les différents premiers ministres et ça va être intéressant de voir, peu importe qui sera au pouvoir au terme des élections d'octobre, quels seront les choix qu'on va faire. À l'inverse, aux États-Unis aussi, on a des gouverneurs qui ont tendance à tisser ce genre de lien-là. Le gouverneur Phil Scott, par exemple, au Vermont, qui est là depuis 2017, vient régulièrement à Montréal, vient souvent dire à quel point le Québec est important pour son État. Je sais que Kelly Ayotte, ancienne sénatrice républicaine du New Hampshire, qui est gouverneure depuis 2 ans, est également quelqu'un d'ailleurs, son nom Ayotte le dit, c'est une Ah oui. descendante de Franco-Canadiens, met de l'avant aussi l'importance de cette relation. Donc, je vous dirais que c'est un choix qui est fait parce que, bon, c'est une institution, la Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre, qui fonctionne bien, qui a ses assises, que son personnel qui travaille, mais il faut la volonté politique, en fait, de vouloir investir Mhm. finalement cette conférence-là pour en retirer le plus de bénéfices possible. Jean-François? Dans le contexte politique actuel à Washington, c'est quoi la capacité réelle, en fonction de la réelle politique, la capacité réelle des gouverneurs des États de la Nouvelle-Angleterre, les élus locaux, en collaboration avec le Québec puis les 4 provinces de l'Atlantique, de pouvoir infléchir les politiques commerciales de Washington? Est-ce que maintenant la dynamique est telle que le pouvoir d'autrefois, de ce lobby de différentes entités étatiques, est-ce que le pouvoir que ces entités avaient il y a 10 ou 15 ans est aujourd'hui différent compte tenu de la situation politique à Washington? Ben, si on prend le plan commercial en particulier, évidemment, c'est très difficile parce que, comme je le mentionnais précédemment, la Constitution américaine est très claire sur le fait que c'est une compétence qui est exclusive au gouvernement fédéral. Donc, la marge de manœuvre des États, elle n'est pas très grande. Ce qui fonctionne relativement bien, évidemment, c'est assez complexe, mais c'est toujours évidemment la voie des tribunaux. Et on a vu présentement que même avec des tribunaux très conservateurs aux États-Unis et même jusqu'au niveau de la Cour suprême, les politiques, par exemple, comme les tarifs, sont régulièrement mises à mal, finalement, par les tribunaux américains. Sinon, je vous dirais que tout simplement les effets délétères des politiques commerciales de l'administration Trump amènent des besoins comment dire, de rééquilibrer certaines tendances jusqu'au boutiste. On peut parler, entre autres, là, on sort un petit peu du cas de la Nouvelle-Angleterre, mais celui du Michigan, donc qui est un État avec lequel le Québec a des très forts liens commerciaux. Un État qui a appuyé Trump en 2016 et en 2024 sur la base d'un appétit protectionniste, mais qui, aujourd'hui, est l'un des États qui pâtit le plus, en fait, des politiques tarifaires. Et donc, il y a peut-être un appétit là-bas de vouloir mettre en place des politiques qui sont plus ouvertes au commerce, finalement, et qui nuisent moins commercialement à cet État. Euh, mais il y a aussi toute la dimension, en fait, tout simplement que ces États, euh, ben c'est ça, de manière générale, composé sur l'impopularité des politiques et le fait aussi qu'on a une administration qui se dirige lentement mais sûrement vers le statut de canard boiteux. Donc, on ne s'attend vraiment pas à ce que les élections
se concrétise par un triomphe républicain. Donc, ça risque de donner plus de capital politique, finalement, aux États qui vont vouloir faire du lobbying à Washington pour contrecarrer certaines politiques. Mais je vous dirais quand même, il ne faut pas se leurrer non plus. Puis on voit aussi que c'est une administration qui n'a pas peur de piler sur les orteils, et notamment en Nouvelle-Angleterre, qui n'est pas du tout un terreau fertile pour le Trumpisme. Si on fait exception du district du nord de l'État du Maine, qui a voté 3 fois pour Donald Trump, mais pour le reste, c'est sûr que c'est une région qui est démocrate très solidement. Ouais. Et puis, peut-être la visite récente de Christine Fréchette à Washington, est-ce que selon vous, c'était la bonne stratégie? Est-ce que c'est la bonne stratégie pour un premier ministre du Québec ou une première ministre du Québec de se rendre à Washington pour essayer d'avoir comme interlocuteur les autorités fédérales, ou ce serait pas plutôt une meilleure stratégie, ça aurait pas été plutôt pour elle une meilleure stratégie, plutôt d'aller voir les gouverneurs des différents États de la Nouvelle-Angleterre? C'est pas une mauvaise stratégie si ça fait partie d'une stratégie de diversification, dans le fond. C'est-à-dire que Mm. ça peut pas être juste ça. Si on focalise juste sur Washington, il n'y aura pas de succès dans la paradiplomatie américaine du Québec. Et ça dépend qu'est-ce qu'on fait à Washington. Essayer d'avoir accès au personnel de la Maison-Blanche, ça ne sert absolument à rien parce que déjà, le Canada comme tel, généralement, est en bas des dossiers prioritaires du département d'État aux États-Unis. Donc, imaginez le Québec, le statut d'une province comment ça peut se trouver loin. Et en fait, les portes vont tout simplement être fermées pour les représentants du Québec. Et c'est pas pour rien, en fait, que la grosse représentation du Québec aux États-Unis, elle n'est pas à Washington. Oui, il y a un bureau du Québec à Washington qui fait un travail de monitoring excellent, mais la grosse représentation, c'est la délégation générale de New York, parce que c'est là qu'on a plus d'ouverture finalement, et à Chicago aussi, il y a beaucoup de travail qui se fait, à Houston, à Los Angeles, à Atlanta également, parce que Washington, comme tel, n'est pas un lieu stratégique pour le gouvernement du Québec pour investir trop de ressources. Là où ça peut être pertinent, c'est vraiment d'essayer de rencontrer des représentants, des sénateurs qui représentent des États ou des circonscriptions qui ont intérêt à avoir des partis liés avec le Québec, dans le fond. Donc, si on veut parler, entre autres, d'enjeux fédéraux liés à la frontière, par exemple, si on veut une frontière plus fluide pour être sûr qu'on peut continuer à avoir du commerce, mais aussi du tourisme entre le Québec et ses voisins, bien évidemment, ça peut être une bonne idée d'aller aux États-Unis, mais d'aller à Washington, mais de rencontrer les représentants et les sénateurs, sénatrices, donc des États qui correspondent à ces besoins-là. Mais pour le reste, je suis vraiment d'accord avec vous que ce sont vraiment les gouverneurs qui sont les gens les plus importants à rencontrer. Les gouverneurs ont beaucoup, tu sais, c'est l'équivalent fonctionnel des présidents à l'intérieur de leur État. Donc, ils ont beaucoup de pouvoir en ce qui a trait à décider des négociations, des échanges avec les autres ou trouver des marchés d'importation, d'exportation donc pour leurs produits. Et encore, je reviens encore une fois à Philippe Couillard qui avait été très bon là-dessus, aller chercher non seulement les États à proximité, donc du Midwest ou du Nord-Est, mais vraiment aller cultiver aussi dans des États auxquels on ne pense pas nécessairement, là, comme le Nouveau-Mexique, le Kentucky, le Tennessee, donc des États qui, pour toutes sortes de raisons, ont des échanges importants avec le Québec. Donc, oui, effectivement, c'est là qu'il faut aller. C'est vraiment dans les capitales d'État vers les gouverneurs. Est-ce que la possibilité d'une victoire du Parti québécois et donc de l'organisation d'un référendum sur l'indépendance du Québec commence à être discutée dans les États de la Nouvelle-Angleterre, ou bien on a, comment dirais-je, intégré ce facteur-là depuis 50 ans, depuis la victoire du Parti québécois en 1976, et finalement, on sait gérer cet inconnu, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une bonne question. Je n'ai pas encore vu nécessairement de réaction par rapport à ça. Ça va clairement, je pense que ça va vraiment être à partir du moment où on aurait éventuellement une victoire majoritaire du Parti québécois, ce qui, il faut le rappeler, n'est pas arrivé depuis 1998. Donc, c'est sûr que c'est peut-être que comment on dit en anglais, le muscle memory est peut-être plus vraiment là, en fait, dans ces États-là. Mais je pense que c'est vraiment une question qu'il va falloir se poser, surtout après une éventuelle, justement, victoire du Parti québécois. Évidemment, on sait que Washington, bon, ça peut changer avec l'administration Trump qui aime bien diviser pour régner, là, mais a tendance à privilégier un Canada uni, et c'est le cas également pour le nord-est américain.
Ça va, oui, je vous dirais pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose, mais oui, ça va être quelque chose à garder à l'œil si jamais on a une victoire, surtout si elle est majoritaire du Parti québécois. Vous dites Washington a tendance à vouloir un Canada uni. Je suis prêt à croire ça, sauf avec Donald Trump et son administration, parce qu'après tout, si le Canada éclate en trois, quatre ou cinq entités, ça devient intéressant pour les Américains de les prendre une à une et de les opposer ou de les manipuler. Bon, là, je fais de la Ben, politique ben, fiction, là, mais c'est un peu ce que les Américains font déjà avec les 27 pays membres de l'Union européenne. Donc, ils Mhm. oui. profitent de la division pour être en mesure de tirer les marrons du feu à gauche et à droite. Donc, ils pourraient faire exactement la même chose dans l'éventualité de menaces d'éclatement du Canada. Ouais, ou plus même ce qu'on entend, les rapports qui nous disent que ce qui se passe en Alberta présentement, il y a de l'influence qui viendrait des États-Unis et de la Russie également sur ce qui se passe là-bas. Non, je suis d'accord que la donne a changé par rapport aux années de Bill Clinton en 1995 sur cette question-là. Je vous dirais cependant que mon instinct, ce serait de dire qu'il y a peut-être probablement un attachement qui demeure solide à Washington, aux États-Unis en général, pour l'idée d'un Canada qui est stable à proximité des États-Unis, que tous les Américains n'ont pas nécessairement internalisé le réflexe trumpien de vouloir déstabiliser comme ça un pays comme le Canada qui a encore une très bonne, malgré les accrochages récents, qui a encore une très bonne relation, pardon, une très bonne réputation aux yeux des Américains. Et je vous dirais aussi que, gardez en tête aussi que l'administration Trump a vraiment une assiette bien pleine présentement là, avec la guerre en Iran, avec le conflit peut-être qu'on nous prépare avec Cuba. Bon, là, ce que je vous dis après ça, si les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants, il va sûrement avoir des procès en destitution, ce genre de choses-là. Donc, je vous dirais que je ne sais pas jusqu'à quel point l'administration Trump va être active dans son dossier canadien. Puis même, c'était très présent au début du mandat en 2025, mais on parle quand même beaucoup moins là, du Canada du côté de la Maison-Blanche. Et pourtant, il y a les renégociations de la CEUM qui se préparent cet été. On sait que ça va être une grosse chose, mais on en parle beaucoup moins que ce à quoi on aurait pu s'attendre. On entend moins parler du 51e État. Je ne dis pas que ça va pas revenir, mais je vous dirais que dans l'état actuel, et dans le climat de crise qu'on a aussi à l'intérieur de l'administration en tant que telle, je pense qu'on a de la difficulté à avoir une politique canadienne qui soit cohérente et incisive présentement. Mhm. Euh, Peut-être une dernière question, une avant-dernière. une avant-dernière. Est-ce que tu veux poser la tienne, Bah, oui, François? bah, en fait, je rebondis sur ce que vous avez dit. Dans le cadre de la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, est-ce que les États américains ont formellement un rôle actif à jouer dans le processus ou tout le processus est entièrement centralisé à Washington? Tout le processus est centralisé à Washington, mais il faut rappeler que c'est un accord qui nécessite la confirmation par le Congrès des États-Unis, donc des gens qui représentent eux-mêmes leurs circonscriptions et leurs États. Donc, de manière indirecte, les États ont un rôle à jouer parce que leurs intérêts doivent être pris en compte pour avoir l'assentiment du Congrès. Mhm. Merci. Euh, Vous dites à la fin de votre texte que le Québec va devoir se positionner dans l'après-Trump. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et surtout, j'imagine que l'après-Trump va commencer après les midterms. C'est un peu ça que je voulais dire. En fait, je voulais surtout essayer de comparer, étant donné que c'est un peu boiteux des fois de faire une comparaison entre le niveau fédéral et le niveau provincial, j'étais pas certain de comment amener cette comparaison-là, mais je voulais surtout comparer en fait avec la réaction d'un Justin Trudeau, par exemple, en 2024, après la réélection de Trump. Là, c'était vraiment la situation était inversée parce que bon, là, c'était Trudeau qui était le canard boiteux. On ne savait pas encore qu'il allait démissionner, mais on avait les sondages à l'époque. Je donnais le cours de politique étrangère du Canada à l'époque et j'annonçais ni plus ni moins un gouvernement Poilievre pour l'année suivante. Donc, on se souvient qu'on était ailleurs à ce moment-là. Et souvenez-vous les réactions de Trudeau qui avait été de se rendre à Mar-a-Lago, de se faire ni plus ni moins humilier finalement publiquement, de commettre instantanément le Canada à réinvestir dans l'OTAN, avoir un tsar du fentanyl, ce genre de choses-là, parce qu'on voulait faire la stratégie de l'apaisement. Et même, ça s'était retrouvé un peu au Québec aussi d'une certaine façon, parce qu'on avait dit que bon, ben là, il va falloir se préparer pour Trump, va falloir se préparer aux migrations qui vont se diriger vers nous à cause des politiques trumpiennes. Donc, ce que je voulais dire, dans le fond, dans ce point-là, c'est que
le rapport de force, d'une certaine façon, a changé dans le sens que Trump n'est plus du tout paré de cette aura d'invincibilité qu'il avait, Ouais. grosso modo, entre novembre 2024 et mars-avril 2025 à peu près, C'est et plus le que bonhomme de 7 on a, heures. ouais, c'est ça exactement, et qu'on a donc non seulement Trump paraît très affaibli aujourd'hui à plusieurs niveaux, mais je veux dire, son administration aussi est vraiment dans une situation assez difficile. Comme je le mentionnais, il faut voir là, l'évolution de son taux d'approbation qui, est, euh, qui est catastrophique présentement, et même dans des dossiers où il était considéré comme étant très populaire aux États-Unis, l'immigration, l'économie, ce genre de choses-là, il a présentement plus de vision négative finalement que Ouais. positive. Je voyais cette semaine que même les électeurs indépendants à tendance républicain euh, aiment moins Trump. Il y a plus d'entre eux qui n'aiment pas Trump qui l'aiment. Donc, tu sais, ce que Ouais. je veux dire, c'est ça, c'est que c'est difficile d'annoncer l'avenir, mais je vous dirais que ça augure pas très bien pour la suite du Trumpisme en 2028, finalement. Donc, il n'y a pas de stratégie à long terme de dire, ben, évidemment, il faut toujours parer au pire, là, mais il n'y a pas nécessairement une nécessité de se dire que le Trumpisme est là pour durer. Et il va y avoir des survivances du Trumpisme. Évidemment, on sait que le C'est sûr. protectionnisme est réapparu aux États-Unis. Il va rester pendant un certain temps. Mais je dis juste qu'il ne faut pas nécessairement non plus se mettre à plat ventre et il faut se donner le droit aussi de définir qu'est-ce qu'on attend de cette relation avec les États-Unis et quelles sont les valeurs qu'on veut mettre en avant. Mhm. Eh bien, merci. Oui, très bien, merci. C'était très intéressant. Ben, écoutez, Mais chers merci. auditeurs, ben, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié notre épisode et notre entrevue. Donc, ça nous fera plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Et évidemment, d'ici là, comme à chaque fois, je vous demande si vous en avez l'occasion de liker la vidéo, de partager avec vos amis, de vous abonner sur YouTube, ça ne coûte rien. Et puis, sur ça, on vous dit au revoir et on se revoit la semaine prochaine.